Avant toute chose, avant de parler justement des finales d'association, revenons un peu sur les embauches des dernières heures. Donc, Craig Conway, qui a été recruté en fait comme directeur général des Flames de Calgary. Bon, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire à Calgary, on le sait, là, ça a été une année plutôt décevante. Daryl Sutter qui a été démis de ses fonctions également. Donc, on va être à la recherche d'un entraîneur-chef, mais il y a aussi plusieurs éléments peut-être dans l'alignement qu'on va vouloir changer. Donc, pour débuter, je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Selon toi, quels seraient peut-être les principaux chantiers à prévoir là, chez les Flames dans l'entre-saison? Je pense que, en fait, le directeur général en a parlé lors de son point de presse, là, qui aimerait ça changer un petit peu le noyau de l'équipe sans changer les gros joueurs. Lui, il dit que ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation puis qu'il aimerait ajouter des jeunes dans l'effectif. Il dit que c'est important d'avoir des jeunes. On regarde les autres équipes, puis il y a beaucoup d'équipes qui ont des jeunes dans la formation. Puis en plus, avec les contrats de Mackenzie Weegar et Jonathan Huberdeau qui s'en viennent, on n'a pas le choix d'ajouter des jeunes parce que la masse salariale elle va être assez pactée. Donc, d'ajouter des jeunes, ça pourrait les aider. Puis, on a des joueurs, des agents libres sans compensation. Je pense à Milan Lucic, Richie, Trevor Lewis. Puis, à la défense, Michael Stone puis George Stetcher. Je ne suis pas sûr qu'il y en a vraiment qui vont revenir là-dedans. Donc, je pense qu'on va peut-être tourner vers des jeunes. Puis, peut-être une ou deux acquisitions via le marché des joueurs autonomes, mais c'est encore à suivre. Là. Ils ont le 16e choix à l'enquête amateur, donc j'ai hâte de voir. Là. On ne sait jamais ce qui peut arriver lors d'une journée de repêchage aussi. C'est sûr que dans un repêchage en plus comme celui-ci, ça devient quand même intéressant comme choix. Julien, je pense à toi. Bon, on sait qu'on a parlé souvent des déboires des gardiens de but à Calgary, mais à tout le monde, on a de la relève justement dans les mineurs avec Dustin Wolf. De ton côté, qu'est-ce que tu penses qui devraient être les principaux chantiers sur lesquels le nouveau DG devrait se concentrer? C'est de décider qui va être son noyau pour les 5 prochaines années. Il y en a qui est comme pogné avec les restants de l'ancien DG, c'est-à-dire Huberdeau, Kadri, Weegar, ça c'est on ne pourra pas les échanger, puis ils sont là pour longtemps. Là, comment on entoure ces joueurs-là qu'on est pogné avec pour que ça fitte? Michael Backlund, il reste 1 an. Elias Lindholm, il reste 1 an. Tyler Toffoli, 1 an. Dubé, 1 an avec RFA. Adam Rosica, qui a eu une bonne saison, RFA. Après ça, à la défensive, Noah Neffin, Christopher Tanev, Zadorov, Dennis Gilbert, UFA. Donc là, c'est de savoir qui on signe là-dedans, qui on laisse aller, qui on échange cet été vu qu'il reste 1 an. Donc, c'est vraiment un été charnière pour la poursuite. Tu sais, cette année, bon, ça a été décevant. Bon, c'est sûr qu'une équipe, un coach qui perd complètement son équipe à 1 ou 2 joueurs près, c'est sûr que ça, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Donc, l'affaire la plus importante, ça va être de choisir un bon entraîneur qui va fitter avec ceux avec qui tu es pogné minimum. Puis après ça, tu as des choix, cette affaire. Qui t'échange vu qu'il leur reste 1 an, qui tu gardes, puis que peut-être tu pourrais changer à la limite si tu ne fais pas les séries, ou qui t'espère justement re-signer à long terme. Donc vraiment, là, c'est un été hyper important. Puis c'est bien que ça vienne avec un nouveau DG et un nouveau coach. Sinon, évidemment, bon, en point de presse, le nouveau DG mentionne aussi comme quoi il souhaite avoir des joueurs qui veulent jouer à Calgary. Donc, c'est pas simplement de venir chercher le chèque ou le gros contrat et de ne pas offrir les performances sur la patinoire. Marc-Antoine, c'est facile à dire ça comme DG, mais aussi de trouver les joueurs qui sont prêts à le faire, c'est autre chose quand même. Ben moi, je trouve que l'ancienne administration, autant Trey Living et même avant, j'allais dire, ils ont cadenassé 6 défenseurs puis 6 attaquants, peut-être 4 défenseurs puis 6 attaquants, qui, selon moi, peuvent pas gagner nécessairement la Coupe Stanley, là, à moins d'avoir une espèce de chimie du tonnerre et d'être capable de faire un peu ce que le Kraken a fait cette année, ce que même Floride fait cette année, ce que Caroline fait cette année, ce que le Canadien a réussi à faire il y a 2 ans. Donc, c'est d'avoir des équipes là, qui sont capables de jouer coup pour coup, de jouer plus structuré. Parce que, bien franchement, la seule chose que je leur vois, la seule chose que je leur souhaite, c'est d'être capable de gagner la Coupe Stanley d'ici 3 ans pour que chacun puisse espérer garder leur job ou d'en retrouver ailleurs. Parce que, honnêtement, c'est vraiment pas une équipe qui fait envie. Moi, je pense qu'ils peuvent devenir compétitifs. De là à gagner la Coupe Stanley, je ne suis pas certain.
Puis on veut des jeunes, mais moi, être un jeune, c'est quoi un jeune? C'est 24 ans, parce qu'on s'entend, c'est pas un jeune de 18 ans là, qui va se ramasser avec eux. Là. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent, même au niveau des recrues. Je pense que leur meilleur recrue, c'est Connor Zary. Connor Zary, ça ne peut pas être ton meilleur espoir. Là. Ben, Pelletier, techniquement, là, mettons que tu le comptes comme. Ouais. Il a joué un peu. Là. Qui est dans le line-up, tu sais. Mais même là, tu sais, après, à quel point un Pelletier, mettons, puis Zary vont réussir à renouveler ton top 6, je ne suis pas certain. C'est des longs contrats, tu sais, je veux dire, tu regardes ça justement, là, tu sais, on regardait Huberdeau, tu sais, quand même bien qu'il ferait, je sais pas moi, 80 points. C'est parfait, 80 points, c'est très bien. Mais ce contrat-là il va être justifiable à ce stade-ci. Dans 3 ans, quand il va être rendu à 60 puis 50 points, tout le monde va s'arracher les cheveux sur la tête pour être capable de les sortir de là. Puis Kadri, c'est encore pire. Fait que je sais vraiment pas. Je pense pas qu'il y a vraiment de vedette dans cette équipe-là. Puis à la défense, écoute, Hanifin, je le prendrais sur mon top 4, puis ça serait mon 4e défenseur. Puis c'est leur vedette, c'est leur défenseur étoile, leur pilier. Dans les filets, oui, Dustin Wolf, mais ça reste à prouver. Moi, j'ai confiance, mais ça reste à prouver. Puis ton gardien qui fait le gros salaire, il n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage. Il joue une saison sur 2. Fait que là, l'année prochaine, faut tout nous donner parce que là, lui, il risque de jouer pour 930. Là, fait que... Mais Marc-Antoine, je ne suis pas d'accord. Il est capable d'arrêter le ballon de plage, mais c'est qu'il rebondit. Ouais, puis après, quand il revient, là, c'est là que ça ne marche pas. Peut-être l'année prochaine, il va être nominé pour un Vizina, mais l'autre d'après, par contre, il va jouer pour 600. Fait que, ouais. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, puis comme vous le mentionnez, ça ne sera pas nécessairement une tâche facile vu les contrats imposants déjà dans l'équipe, malgré que justement, tu t'en parlais, Julien, il y en a plusieurs qui quittent cette année ou l'an prochain. Ça risque que les joueurs qui sont théoriquement identifiés comme le noyau, puis que même si le DG ne voudrait plus les avoir dans son noyau, ben, il risque d'être pris avec, parce qu'il y a probablement d'autres équipes qui pourraient être intéressées, outre peut-être les Coyotes de l'Arizona, mais ça, c'est quand même un autre dossier qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, passons peut-être au final d'association également. Bon, je le mentionnais tantôt, déjà 3-0 pour les Panthers dans leur série contre les Hurricanes, 2 victoires en prolongation. J'irais signer Matthew Tkachuk, mais aussi signer Sergei Bobrovsky qui continue de très bien faire. On en a parlé un peu la semaine passée, mais je souhaite vous relancer cette semaine avec ce sujet-là. Dans le cas d'une victoire des Panthers qui sera, exemple, si les Panthers remportent la Coupe Stanley, Bobrovsky ou Tkachuk comme joueur le plus utile? Marc-Antoine? Ben, ce serait Bobrovsky. Ce serait probablement Bobrovsky. Encore une fois, il reste encore du hockey à jouer. Moi, Bobrovsky, je pensais que sa carrière était finie et ça faisait un moment. Mais il faut croire que des fois, la patience, un gros contrat comme ça, c'est pas bougeable. Fait que là, tu fais ce que je le rachète, puis finalement, je me retrouve pris avec Lyon puis Spencer Knight, 2 gardiens que tu sais pas à quel point ils peuvent être départants. Ben, la magie, hein, c'est magique. Je sais pas quoi dire. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait misé même pas 50 sous. Sur Markstrom, pas Markstrom, mais sur Bobrovsky qui bondit. Mais bon, que dire? Écoute, il faut que tu le donnes au gardien. Je veux dire, je pense qu'on voit rarement Rob Brenamo perdre patience, puis il a semblé perdre patience dans le dernier point de presse. Alors, ouais, je pense qu'il rentre sous la peau des joueurs adverses en ce moment, le Bobrovsky. Donc, à ce stade-ci, je n'ai pas le choix de le donner à Bobrovsky. On a aussi vu un Kotkaniemi aussi perdre les pédales après le dernier match avec son bâton brisé dans le couloir vers le vestiaire de l'équipe. Pierre-Carl, de ton côté, Bobrovsky ou Tkachuk? C'est un choix quand même assez difficile parce que, tu sais, Tkachuk, je pense que sans lui, l'équipe ne serait pas là non plus. Tu sais, quand même deux buts gagnants dans les 2 derniers matchs. Ben, pas hier, mais les 2 matchs d'avant. Mais je vais y aller moi aussi avec Bobrovsky. Je pense que c'est la clé, là, tu sais, quand tu vois se rendre dans la tête des joueurs adverses là, des Hurricanes, c'est frustrant pour une équipe de voir que le gardien a la solution à tout. Les 4 dernières parties qu'il a joué Bobrovsky, avec 1 dans la dernière série, là, il y a seulement 5 buts accordés. Puis un pourcentage d'efficacité de 974, là, c'est assez exceptionnel. C'est hallucinant d'avoir ces statistiques en série. Donc, moi, j'irai avec lui. Là, ça donne confiance aussi à son équipe, à lui, demain. Je m'attendais 0 à que ça soit à 3-0 cette série. Mais c'est vraiment à cause de Sergei Bobrovsky. Puis... Julien? Ben, je vais dire Bobrovsky, mais je vais faire des mais, là, parce que, bon, pour expliquer que c'est Bobrovsky sauve 3 à 4 buts par match, puis Tkachuk, il n'y a pas 3 à 4 chances hard marquées, là. Il y en a, mais il est clutch au moins. Par contre, est-ce que toute l'équipe et Bobrovsky sont aussi bons s'il n'y a pas le ciment Matthew Tkachuk? Moi, je pense que
les ramifications qu'il y a sur l'équipe, ce gars-là, sont vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Je pense qu'il fait que tout le monde est meilleur, puis que Bobrovsky, peut-être qu'il serait pas aussi bon si Matthew Tkachuk n'était pas là. Et que tout le monde en avant, lui, était aussi pas bon. Je vais quand même donner Bobrovsky, parce que c'est ce que je suis capable de quantifier, moi, si je regarde, mettons, les buts sauvés par match, etc. Par contre, il y a le facteur leadership que je ne sais pas jusqu'où ça s'étend, parce que peut-être que ça pourrait être Matthew Tkachuk, mais là, je ne sais pas ce bout-là, malheureusement. J'aimerais bien le savoir, par exemple, mais je peux pas. De mon côté, vas-y, Pierre. C'est juste que Caroline, il mène quand même dans les tirs à chacune des parties, donc c'est vraiment assez difficile d'aller contre Sergei Bobrovsky, quoique Matthew Tkachuk est très bon, là, puis j'aurais donné avant cette série-là, je pense, à Matthew Tkachuk, mais là, c'est difficile. Non, là, ça n'a aucun sens. Mais justement, j'allais dire, je crois que je vais y aller encore. J'avais été la semaine dernière avec Tkachuk, puis je vais conserver Tkachuk pour cette semaine. Par contre, ça va dépendre évidemment de la suite. Puis, j'avais dit la même chose la semaine passée. Si, exemple, il continue de bien performer comme ça, Bobrovsky, je n'aurais pas le choix de changer mon fusil d'épaule. Mais un peu comme Julien mentionnait, moi, je pense que ça va au-delà des performances sur la patinoire. Vraiment, Tkachuk a insufflé du leadership à cette équipe-là. C'est incroyable. Puis, on en parlait justement d'Huberdeau juste avant, mais cette transaction-là, au début, on se demandait, quand on voyait les résultats des Panthers cette année, c'était comme coup-ci, coup-ça. Mais en série, on voit pourquoi, justement, Bill Zito a fait l'acquisition de Tkachuk. C'est incroyable l'impact qu'il a eu. Puis, bon, oui, il ne compte peut-être pas 3-4 buts par match comme Bobrovsky en sauve 3-4 par match, mais des buts en prolongation, il y en a plusieurs depuis le début des séries. Il y a ces deux, justement, en finale d'association. Il a également compté contre les Bruins pour faire 3-2 dans la série quand on était au bord du précipice. Donc, tu sais, vraiment, c'est un joueur qui se lève dans les bons moments. Donc, pour moi, je vais le garder. Mais c'est sûr que si ça se poursuit comme ça, évidemment, je n'aurai pas le choix d'y aller avec Bobrovsky. Puis, Marc-Antoine, tu l'as dit la semaine passée aussi, tu sais, souvent, ça va se décider en finale. Si le joueur est le plus clutch en finale entre les deux, ben ça va être lui souvent qui va l'emporter là, par la suite. Puis, tu sais, j'allais dire, j'ai comme l'impression que ça te prend soit une équipe à tout casser avec un gardien qui est capable de faire les arrêts de base ou un gardien qui est nettement au-dessus de la moyenne. Puis là, on n'a pas le choix de dire que, écoute, Bobrovsky est nettement au-dessus de la moyenne. Là. Tu sais, c'est pas... tu sais, il y a bien les joueurs que j'apprécie, mais que, tu sais, tu te dis... je ne sais pas si Mark Stahl joue sur ton top 4, ça te prend un gardien au-dessus de la moyenne pour être capable d'aller gagner des matchs. Fait que j'ai pas le choix de dire ce gardien-là, écoute, on dirait vraiment une équipe faite, je pense que, je sais pas si c'était qui, c'est peut-être Danfous qui disait que ça faisait penser à l'édition de 93 du Canadien. Ben, c'est Danfous. Ça ressemble à ça pour vrai. C'est quasiment une équipe faite sur un ancien moule. Des joueurs qui te jouent dans la tête, Goudas, ça doit être fatigant à jouer contre lui, ça doit être fatigant à jouer contre Tkachuk. Puis des buts clutch, puis un gardien qui est nettement au-dessus de la moyenne. J'ai hâte de voir par contre Barkov, sa blessure, ça ressemble à quoi? S'il n'est pas revenu dans le match, il doit quand même blessé quand même comme faux. Là. On mentionnait, je pense que c'est Paul Maurice qui disait tantôt qu'il devrait jouer le match 4. Donc, c'est pas non plus si sérieux. Ouais, il va jouer blessé. Ça, c'est sûr. Là. Puis il devrait, c'est parce qu'il va tester, voir sa blessure à quel point il fait mal. Là. Mais puis je dis pas qu'ils peuvent pas sortir la Caroline sans Barkov, là, je pense qu'ils peuvent, là. Mais ça reste quand même on s'entend, là, c'est une grosse pièce, excusez, je peux pas sacrer. C'est vraiment une grosse pièce. Bon, Marc a la poche bleue, il sac non-stop. Mais j'essaie d'élever un peu le niveau. Mais non, c'est ça. Vraiment, Barkov, c'est une immense pièce, là. Puis, on s'entend, il n'y a pas... évidemment, là, il a eu son dernier but là, à l'autre match d'avant qui était exceptionnel, là, mais c'est ça, c'est pas... c'est un gars qui fait plein de détails comme il faut. C'est pas le gars qui va ressortir dans une victoire, mais il fait à peu près pas d'erreur. C'est un leader silencieux. D'ailleurs, je pense que c'est Montembeault qui avait comparé Nick Suzuki, son type de leadership à Barkov. C'est pas lui qui parle le plus, mais sa patinoire, en tout cas, s'il devient un leader comme Barkov, moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, évidemment. Bon, passons aussi à la deuxième finale d'association, donc entre les Stars et les Golden Knights. Présentement, c'est 2-0 pour les Golden Knights. 2 victoires en prolongation également. Donc, évidemment, ça a été des matchs plus rapides que le match numéro 1 entre les Panthers et les Hurricanes qui s'est décidé en 4e prolongation. Mais pensez-vous que les Stars peuvent encore revenir dans cette série-là? Je vais recommencer avec toi, Julien. Penses-tu que c'est terminé pour eux? Non, c'est pas terminé pour les Stars, là, honnêtement. Ils ont de quoi répondre. Par contre, moi, j'avais prédit Vegas en 6 à cause de la défensive, entre autres.
Puis à l'attaque, je trouvais qu'il y avait moins de points d'interrogation. En fait, les seuls points d'interrogation que j'avais avant cette série-là, c'était, mettons, Eichel, Marchessault. Mais là, il y a une connexion incroyable depuis le début de cette série. Donc, c'était comme s'il fallait qu'en plus ces deux-là fonctionnent. Là, je donnais un léger avantage à l'attaque de Vegas. Puis aussi, c'est une équipe, je pense, qui est plus structurée. Puis j'adore Bruce Cassidy. C'est vraiment pour moi, il y a l'upside sur Pete DeBoer. Pete DeBoer, à chaque fois, pendant une année, il est comme peut-être. Puis après ça, à sa deuxième, troisième année, il est plus capable de rien faire avec son équipe. Ça fait ça à chaque fois. Donc, Bruce Cassidy, pour moi, il donne beaucoup de structure puis de leadership aussi. Je pense que c'est un meilleur leader que Pete DeBoer. Donc, pour ça que j'avais mis Vegas en 6, mais non, les Stars, c'est quand même une grosse machine de hockey très physique avec des joueurs qui peuvent changer la game. Donc, non, c'est pas fini. Je pense quand même que Vegas devrait gagner cette série. Marc-Antoine, penses-tu, toi, que les Stars peuvent encore revenir? Je pense qu'ils peuvent encore revenir. C'est juste que c'est vraiment particulier, les Stars, parce que la vraie première ligne, c'est supposé être Robertson, Ince, Pavelski. Après ça, ce serait supposé être Ben avec Séguin puis quelque chose d'autre à droite. Puis ton troisième centre, c'est supposé être Domi. Mais là, ils dispatchent tout le monde un peu partout parce qu'ils n'ont pas de vrai premier trio. Ben, ils ont un vrai premier trio, mais c'est un peu long pour Robertson. Rupi Ince tire la ligne avec Pavelski. Là, tu te retrouves sur une deuxième ligne avec Domi, mais là, Domi, tu fais si tu temps lui que tu veux sur ton premier trio, sur ton deuxième trio, pas vraiment. C'est sûr qu'en série, techniquement, les deux premiers trios sont supposés s'annuler. Puis là, c'est sa profondeur, ton troisième trio, ton quatrième trio, puis il y a des héros à tous les matchs. Et là, je regardais Séguin, pas de points, moins de 4 en 2 matchs. Marchman, pas de points, moins 3 en 2 matchs. Domi, pas de points, moins 4 en 2 matchs. Puis là, tu fais là, les boys, donnez-vous une chance. Là. Et en prolongation, je serais même prêt à dire que le deuxième match, ils ont très bien joué quand même. Là. Je pense qu'ils auraient pu gagner. Mais écoute, Colin Miller et Ryan Suter ensemble, c'était n'importe quoi. Là. Je veux dire, je pense que j'aurais fait mieux. C'est même pas une joke. Là. Écoute, Colin Miller qui essaie de garder son homme, finalement, il se retrouve à garder 2 défenseurs. Suter garde personne, puis il tombe ses fesses, puis il y a le retour du troisième homme qui rentre parce qu'il n'y a pas de centre. Là, tu fais écouter, les boys, c'est la base de la base du hockey. Là. Il y a un troisième homme qui est supposé rentrer, puis chacun a son homme. Ça n'a plus de sens. Colin Miller, il y en a 3, tombe ses fesses, puis il n'y a pas de centre, puis il y a Suter qui est là, qui le regarde. Tu fais là, c'est sûr que vous voulez gagner. Puis on a tendance à blâmer Oettinger parce qu'il n'est peut-être pas aussi fumant qu'il pourrait l'être. Mais je pense que ça vient vraiment pas juste de lui là, à ce stade-ci. Vraiment, vraiment pas juste de lui. Fait que... C'est ça. Et moins structuré puis trop de points d'interrogation à l'attaque. C'est ça qui me faisait peur un peu des Stars. Même des autres séries, des fois, là, c'était très up and down, là, tandis que Vegas sont beaucoup plus constants et structurés, je trouve. Oui, puis on le sait, évidemment, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Tu en parlant en prolongation, Wyatt Johnston qui a eu une chance en or de donner la victoire aux Stars au deuxième match. Et là, justement, tout de suite après, comme c'est souvent le cas, une contre-attaque et par la suite, les Golden Knights ont inscrit le but vainqueur. Donc, évidemment, ça aurait pu être un scénario complètement différent. Pierre-Carl, de ton côté, penses-tu que les Stars ont ce qu'il faut pour revenir dans cette série-là? Oui, je pense qu'ils peuvent revenir. C'est une série qui est extrêmement serrée. Plus là, on se retrouve à Dallas pour les 2 prochaines parties. Donc, je pense qu'on va profiter de la foule aussi derrière nous pour Dallas. 2 matchs en prolongation à Vegas, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Puis là, ils sont à la maison. Je pense que on a les éléments en place pour rebondir, mais que tu regardes Vegas, comme je dis depuis le début, on a 4 trios, même les défenseurs, on est vraiment équilibrés, structurés, on joue vraiment de la bonne façon, puis on est dur à jouer contre. Donc, mais je pense que Jake Oettinger est capable de voler 1 ou 2 matchs d'ici la fin de la finale d'association, puis c'est peut-être ça qui pourrait revirer ça de la série de bord, puis peut-être ça rentre jusqu'à la limite côté de cette série-là. Comme ça, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est que oui, tu peux aller gagner les 2 matchs à la maison, mais par la suite, si tu perds le suivant, tu te retrouves déjà au pied du mur. Donc, tu sais, on n'a pas le choix d'être pratiquement parfait pour les Stars pour la suite des choses. Et comme tu le dis, un gardien qui connaît une bonne séquence, justement, s'il y a 2-3 bons matchs collés, ben, il peut ramener son équipe dans la course, comme on l'a vu avec Bobrovski en ce moment avec les Panthers.